en début d'émission, c'est une thématique assez délicate, assez sensible, mais qui mérite d'être débattue. Nous parlons, mesdames, messieurs, ce matin d'un sujet qui va certainement intéresser les parents, mais également toute la société. Nous parlons des abus sexuels sur les mineurs. Comment prévenir le phénomène? Quel doit être le rôle des parents dans la protection de leur progéniture? Quel doit être le rôle de la société dans la protection des enfants, des plus jeunes contre ce phénomène qui, quoi qu'on dise, continue quand même de persister. Je reçois pour en parler, bien entendu, il était avec nous en début d'émission, il reste avec nous, le coach Fulgence Guetoro Arwangonou. Merci coach d'être resté avec nous. À vos côtés, j'ai Priska Karika, vous êtes assistante sociale et plus précisément du Centre de promotion sociale de Sainte-Cécile. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également sur ce plateau la loi qui est représenté. Julio Tometti, juriste, bonjour, déjà habitué des plateaux de 5 sur 7, merci d'être au rendez-vous. Et nous avons également un psychologue clinicien, il s'agit bien sûr de Le Prince Amédéo. Bonjour monsieur Amédéo, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence par vous, coach. C'est un phénomène, qu'on le veuille ou pas, qui semble persister. Heureusement, j'ai envie de dire, la providence divine arrive quand même à protéger les enfants, mais c'est quelque chose qu'on continue de remarquer. Vous qui avez l'habitude de coacher les parents, quel doit être leur rôle dans la protection des enfants, des mineurs, et également, quel doit être le rôle de la société? Merci à vous, Madame Sativi. D'abord, il faut commencer par dire que la vie sexuelle sur le mineur souvent ne vient pas de l'extérieur. C'est souvent avec les proches, des gens à qui les enfants ont confiance, des gens qui ont l'autorité sur les enfants. C'est souvent, je dis souvent, avec ce monde proche que cela se produit. Et vous voyez, c'est des gens à qui les enfants ont beaucoup confiance. Tout à fait. C'est des gens à qui souvent les enfants en relation, ils disent presque tout, alors que cela devrait être le rôle des parents. Cela est souvent possible parce que le lien qu'il y a, qui devrait exister entre les parents et les enfants, ce lien n'est pas souvent renforcé. La première personne à qui les enfants doivent avoir totalement confiance, ce sont les parents. Tout à fait. Mais nous constatons que du fait que les parents, ils ne sont pas souvent disponibles, ce lien n'est souvent pas renforcé et les enfants ont tendance à déporter ce relationnel qui doit être privilégié sur d'autres personnes, sur l'environnement proche qui parfois constitue une menace pour les enfants. Donc, la toute première chose, c'est que les parents doivent revenir et créer ce lien très étroit. On ne peut pas passer une journée de 24 heures sans discuter au moins et ta journée, comment a été l'école avec son enfant. Tu as été au sport aujourd'hui, tu as fait la musique parce qu'il y a des activités. On ne peut pas passer 24 heures, soit en 12 heures, en étant parent, sans cette discussion. Parce que le temps qu'on passe sans qu'il y ait cette discussion, c'est beaucoup de choses que les enfants taraudent dans leur esprit. C'est un quitus qu'on donne à l'enfant à vivre seul et à ne pas avoir les armes pour résister. Mais quand vous passez une journée à dire, et ta journée, et à l'école, et tel, vous créez la capacité de parler, de dire. Et dans cette capacité de dire, les choses se révèlent et les parents pourront jouer leur rôle. D'accord. Je vais peut-être passer à vous à présent, monsieur Amédéo, parce que vous êtes psychologue, clinicien. Je crois que vous avez certainement peut-être eu à faire face à ce genre de cas. Le coach le dit, il faut laisser parler l'enfant. Mais est-ce que les enfants ont toujours cette confiance-là de s'ouvrir aux parents? Parce que pour les quelques cas que j'ai eu à voir ou à lire par-ci par-là, il y a cette menace de ce tonton ou de ce voisin qui est peut-être très gentil et qui dit à l'enfant, ne dis pas à maman, je vais t'acheter un bonbon ou tout simplement si tu le dis, je vais te tuer. Est-ce que les enfants ont toujours cette facilité de s'ouvrir aux parents et leur dire il y a telle personne qui a essayé de me toucher et il y a telle personne qui me fait appel?
Ok, merci Madame Jennifer. C'est un sujet très intéressant parce que les abus sexuels se font plus fréquents actuellement et la prévalence s'avance augmentante. Alors déjà, je voulais rappeler, comme le coach l'a bien dit, que un mineur, c'est toute personne moins de 18 ans. Tout à fait. Et en tant que psychologue, cette personne moins de 18 ans est une personne vulnérable, qui est en voie de progression, qui est en voie de développement. Et en tant que telle, a besoin d'être protégée. Et qu'est-ce qu'on constate malheureusement que cette personne, c'est-à-dire cet enfant qui devrait être protégé, est laissé à l'air. Et souvent, ce n'est même pas des personnes proches. Certes, les personnes proches sont plus ces personnes qui sont concernées. Il a dit souvent. Mais souvent, des personnes inconnues aussi. Tout à fait. C'est des personnes qu'on ne connaît pas. Un enfant qui sort de l'école la journée, dans la rue, qui rencontre un kidam, voilà, qui le prend Bien et qui sûr. peut avoir d'abus sur lui. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a bien fait le diagnostic. C'est souvent des dysfonctionnements familiaux qui laissent place à cela. Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est vrai que les enfants, quand ils n'ont pas un tiers rassurant, un tiers sécure devant eux, ils ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent pas dire des choses, ils ne peuvent pas confier ce qu'ils ont comme difficulté. Et souvent, quand ça se passe, souvent c'est avec les pères qu'ils en parlent. Ah oui, tu vois ce tonton-là, la dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit des choses. Quand vous dites les pères, vous ne parlez pas des papas, vous parlez de leurs amis. De leurs camarades, voilà, c'est Exactement. ça. Du coup, ils ne mesurent pas toujours la gravité de ce qui se passe. Mais s'ils avaient un climat de confiance, comme l'a dit le coach à la maison, j'allais dire, ah maman, ah papa, il y a eu telle situation, tonton m'a appelé la dernière fois, il a voulu toucher, il m'a fait des compliments. Ah, comment ta robe est jolie, voilà comment tes seins sont tels. C'est des petits signaux déjà par lesquels les enfants doivent faire attention. Ou de petits attouchements. Mais les enfants, à leur âge, ils ne mesurent pas. Pour eux, c'est des compliments anodins. Pour eux, ça ne veut rien dire. Mais s'il y avait cette confiance, ce climat de confiance à la maison, les enfants pourront dire à leurs parents, voilà telle situation qui m'est arrivée. Et déjà très tôt, on peut prendre des dispositions qu'il faille pour pouvoir prévenir ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Je passe à présent à vous, Madame Priska Karika, assistante sociale, ou peut-être au centre promotionnel social de Sainte-Cécile ou ailleurs, on ne le sait pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à faire face à ce genre de cas-là? Quand les enfants se confient à vous, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce qui provoque ça souvent? Merci Madame Jennifer. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est le manque de confiance à la maison. D'accord. Moi, je voudrais m'accentuer sur la fondation même. D'accord. Et nous ne sommes pas sans savoir que l'éducation que nous avons reçue de nos parents, elle est différente de celle que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Nos parents n'arrivaient pas à parler de la sexualité avec les enfants. C'était un sujet tabou. Donc aujourd'hui, demander à un parent de parler de la sexualité, c'est compliqué. Alors que c'est la base. Puisqu'il n'a pas été éduqué de cette façon. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour, tu sais, le sexe, c'est ça. Voilà. Et quand on parle de l'éducation sexuelle, par exemple, beaucoup pensent que c'est apprendre à l'enfant comment faire l'amour. Mais non, ce n'est pas ça. C'est apprendre à l'enfant déjà et dès son bas âge, il y a un changement de son corps. Ça, c'est l'éducation sexuelle, par exemple. L'enfant de 7 ans doit comprendre que ma poitrine, mon sexe, c'est pour moi seule. Personne ne doit toucher. Exactement, voilà. Et donc, la base même, c'est l'éducation sexuelle. Et nous devons aussi apprendre aux enfants à connaître leurs droits. Parce que quand l'enfant connaît son droit, il est armé de s'auto-défendre en fait. Parce qu'il connaît ses droits. Bien sûr. Dès qu'il y a une petite attaque ou une incitation à la débauche, il sait que non, c'est mon droit de dénoncer, c'est mon droit de. Voilà. Tout à fait. Donc nous recevons des enfants comme ça qui à la maison n'ont pas cette convivialité, il n'y a pas cette ambiance avec les géniteurs. Du coup, ils sont obligés de se confier à des coachs. Quand je parle de coach, ce sont leurs camarades, les mauvais coachs, bien sûr. Bien sûr, qui ne leur donnent pas toujours de bons conseils. De bonnes informations. Et lorsqu'ils viennent à vous, moi je suis quand même curieuse de voir, lorsqu'ils viennent à vous, quel travail vous faites sur eux? Surtout s'ils ont déjà été victimes, parce que forcément, il y a des séquelles. Bien sûr. La première des choses, c'est la prise en charge psychologique. D'accord. Et dès que le cas est récent,
La première des choses, c'est la prise en charge sanitaire. D'accord. Donc, on l'oriente vers le CIPEC et le CIPEC prend en charge sa prise en charge. Est-ce que vous parlez également aux parents? Parce que vous avez commencé à le dire, c'est la base, hein, il faut que les parents soient sensibilisés. Est-ce que vous leur passez quand même le message, arrêtez d'être sévère, etc.? Bien sûr, et il y a même des séances de formation, de dialogue parents-enfants que nous organisons pour permettre à ces parents de s'armer. D'accord. Nous allons voir à présent du côté de la loi, M. Julio Tometti, l'abus. Déjà, il a commencé à le dire, un enfant mineur, c'est jusqu'à 18 ans. À quel moment on sait qu'il y a abus et à quel moment on peut déjà dénoncer? À partir du moment où il y a tout acte en fait de pénétration sexuelle, ou même la tentative, d'accord, ce que vous appelez attouchement, même des commentaires déplacés sur... À partir de cet instant, on peut déjà saisir des juridictions? En fait, il ne faut pas attendre que le mal se fasse. Que le mal se fasse. C'est la même chose que pour l'harcèlement. Ça fait autant les violences sexuelles que l'harcèlement, qui est le préalable à la violence même, est réprimé. Donc autant la tentation que l'acte même est condamnable. Et en parlant de mineurs, il faut serrer. En fait, vous savez, les différentes législations jusqu'à la dernière, on fait une démarcation entre le mineur qui a moins de 15 ans, le mineur qui a 15 ans et 13 ans, et le mineur qui a moins de 13 ans. Donc, comment dire, la gravité, en fait, l'âge est un facteur de gravité même, en fait, de l'abus sexuel ou de la violence sexuelle. Sans que, en fait, le consentement, en fait, de la personne victime ne soit une cause. C'est-à-dire quoi? On estime que tout mineur est sans consentement. C'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle, en fait, sur un enfant, on ne peut pas se défendre en se justifiant qu'il y a consentement. L'enfant n'a pas de consentement. Donc, quelle que soit la façon dont cela s'est passé, en fait, le mis en cause a subi la rigueur de la loi. Et vous savez, la législation béninoise, la législation a fait son travail. Il y a eu une volonté politique qui l'a accompagnée. Nous avons différentes législations. D'abord, le code, la loi portant protection et répression des violences faites aux femmes, le code pénal, et dernièrement, la loi spéciale sur la prévention et la répression ou l'harcèlement sexuel d'une certaine façon, qui presque au-delà même du code pénal, a doublé même presque les infractions. Aujourd'hui, la peine minimum lorsqu'il y a de ces abus-là, c'est 3 ans. Et la peine maximum peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire c'est la peine qui remplace quelque peu la peine de mort, c'est-à-dire vous êtes en prison sans savoir si vous allez y en sortir un jour. Et donc l'essentiel aujourd'hui c'est quoi? C'est de travailler à vulgariser davantage en fait ces lois-là. Et lorsque les personnes tombent sous le coup de la loi, je dis peut-être des fois on dit la meilleure sensibilisation à la répression. Et lorsqu'on réprime, il faut souvent en fait le faire porter à l'attention du public pour que le fait porter permet en même temps de savoir quelles sont les manifestations, comment les gens s'y prennent souvent, parce que lorsqu'on expose 1 cas, 2 cas, 3 cas, en fait, ça attire l'attention. Parce que, en fait, vous savez, c'est comment dire, ceux qui s'adonnent à ces actes-là démultiplient, en fait, les pratiques d'une certaine façon que vous connaissez un aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui sera développé en termes de pratiques demain. Donc, il faut, lorsqu'on réprime, il faut davantage, vous le voyez aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, sur un certain nombre d'infractions, lorsque ça se passe, on dit, on explique même comment ça s'est passé. Donc ça participe en fait aussi de l'éducation du public. Et comme nous le disons tout le temps, vous savez, la meilleure protection est la répression. Maintenant, après la répression, on va se demander, est-ce que les personnes qui le font, est-ce que, bon, il n'y a pas quelque chose qui se passe là? On fait encore appel, en fait, aux spécialistes, c'est-à-dire psychologues, ainsi de suite. Bon, en fait, pour voir quel est le comportement humain qui laisse cours à ces choses-là. Pour les personnes normales, on peut parler simplement en fait de la masculinité responsable, comme certaines personnes nous disent. Donc l'éducation, ce n'est pas seulement envers les filles, mais déjà envers les garçons dès le bas âge. C'est-à-dire les comportements envers eux-mêmes, parce que c'est l'enfant qui grandit, qui devient un adulte dans la société. Et ça dépend en fait des modèles
dont cet enfant, avec lesquels cet enfant a été en contact, qui développe. Donc, dès le bas âge, il faut commencer par éduquer en fait le garçon, quel doit être son comportement vis-à-vis du sexe opposé. Parce que en fait, c'est généralement là que le problème se pose. Mais il y a, comment dire, les gens du secteur de la santé diront qu'il y a d'autres qui sont atteints d'un certain nombre de pathologies qui, vraisemblablement, c'est dit, ils ne sont que portés, en fait, vers les mineurs, ce que nous appelons en droit, comment on appelle ? La pédophilie. Voilà, la pédophilie. Donc, c'est comme un mal. Ils ne sont portés que vers les enfants. Vous leur offrez peut-être une femme mûre de calibre, ils n'en veulent pas. Ils veulent toujours, en fait, des trucs. Donc, en fait, c'est aussi un mal qu'il faut traiter, qu'il faut chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est à la base, comment l'enfant a grandi jusqu'à devenir adulte pour développer cette pathologie-là. Donc, toutes ces questions restent, d'une certaine façon, posées. Mais aujourd'hui, il faut dire, en termes de législation, le terrain est balisé, le législateur a fait son travail et il y a une volonté politique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une cour spéciale de répression. On a confié même à cette cour-là tout ce qui concerne l'abus, violence sur la femme, pour aboutir à une certaine célérité et pour aboutir à l'application rigoureuse d'une certaine façon de la loi. Moi, j'en ai été quelque peu témoin la dernière fois. Bon, en fait, c'est une autre infraction, comment dire, alliée, de façon, comment dire, le mariage forcé d'un mineur ou un mariage, bon, avec nos frères quelque peu portés, un peu nigériens musulmans, qui ont fait mariage avec d'un enfant moins de 15 ans. Une grande fête, mais le lendemain, la police a débarqué, on a ramassé tout le monde. Le mari en question et le père de la fille sont toujours en détention, ça fait déjà près de 2 ans, donc le minimum, ça fait là 5 ans, j'imagine un peu. Et donc, en fait, ces éléments-là doivent généralement ou souvent être portés à l'attention du public pour servir de leçon et de modèle. Très bien, merci beaucoup. Je passe à vous, Monsieur Amedeo, vous le psychologue clinicien. J'ai pas envie de dire qui trouvez peut-être des justificatifs. Est-ce que en réalité c'est vraiment une pathologie ou est-ce que c'est un vice trop poussé ou est-ce que c'est peut-être de la mauvaise foi? Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est trop facile, j'ai suivi des vidéos d'un peut-être enseignant qui est quelqu'un de confiance qui a procédé à ça et qui a dit non lorsqu'il a été écroué, non, je souffre d'une maladie qui fait que je touche toujours mes élèves de CP. Est-ce que quelque part ce n'est pas un vice et on se dit rapidement on peut mettre ça sous le coup d'une anomalie? Merci bien. Le juriste a bien fait d'évoquer à l'entame un peu comment on peut expliquer ces faits. Et dans la psychopathologie des abus sexuels, effectivement, il y a plusieurs classifications, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est un peu de tout. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ne souffrent d'aucune maladie, mais qui sont juste vicieux. C'est peut-être trop fort de le dire comme ça, parce que quand ça arrive souvent, comme il a dit, on fait référence aux professionnels de la santé mentale, les psychologues, les psychiatres que nous sommes, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et souvent on dit, nul n'est méchant volontairement, comme l'a dit l'autre auteur. Il y a toujours quelque chose qui pousse l'individu à aller à l'acte. Et on dit, il faut interpeller, il faut questionner l'histoire de cette personne. Il y a un auteur dont je tais le nom qui dit, l'enfant abusé finira par peut-être être un adulte abuseur. Donc ça peut expliquer, il faut aller interpeller l'histoire de cette personne, de cet adulte aujourd'hui qui abuse de l'enfant. Il faut voir l'éducation dans laquelle, l'environnement dans lequel il a grandi. Quelle est son éducation? Ses parents étaient où? Il y a tout un ensemble d'éléments, de facteurs qui peuvent expliquer effectivement ces genre de choses. Mais on ne va pas oublier des prédispositions psychologiques ou génétiques qui font que voilà, certaines personnes qui, dans leur famille, ont été tout le temps abusées, peuvent être des abuseurs adultes, des adultes abuseurs après. Donc il y a tout un ensemble de choses. Mais comment reconnaître ces adultes abuseurs? Parce que généralement, comme l'a dit le coach tout à l'heure, ce sont des personnes de confiance, le tonton le plus gentil, peut-être de la maison, de la famille, qui donne tout le temps des bonbons. Chez qui vous allez suivre peut-être des dessins animés ou pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est chez qui vous êtes tout le temps sans avoir des idées sur ses intentions. J'aimerais vous retourner la question en disant comment on reconnaît quelqu'un qui porte le VIH? Nous sommes en période de... Nous sommes Bien sûr, en plein dedans. Voilà. Comment on reconnaît quelqu'un qui porte le VIH? On ne le sait pas.
On ne sait pas. D'accord. Il n'y a nulle part où on écrit sur son front, voilà un Donc il adulte peut abuseur. être aussi gentil que Aussi gentil réservé, que il n'y a réservé. aucun Mais critère. toutefois, il y a des signes. D'accord. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et des adultes qui sont assez très bienveillants envers des mineurs, avec des enfants. Il faut commencer par dire attention. Des adultes qui ont des regards un peu en griffe voyou, des regards un peu très attentionnés, avec des qualifications, Bien sûr. avec des petits mots doux, parfois déplacés. D'accord. Il faudrait dire attention, ces enfants. Il faudrait mettre un peu de regard sur ces adultes-là. D'accord. Mais rien n'est dit, rien n'est assez officiel pour dire ces personnes qui disent ces choses, qui font ces choses, pourraient être des abuseurs. Mais c'est tout un ensemble. Il faut soumettre ces personnes en consultation. Il faut beaucoup faire attention, les observer, observer leur Et comportement. ne pas oublier la loi qui... voilà. Tout à fait, observer le comportement, mais ce qu'ils disent aussi, mais interpeller aussi, comme je l'ai dit, son histoire pour voir effectivement telle personne pourrait être prédisposée pour faire tel Et acte. quand on a détecté ça, il faut éloigner les enfants le plus possible. Ah ouais, surtout comme je dis, un enfant doit être protégé. Tout à fait. Et la protection de l'enfant relève des parents, mais aussi de l'administration. Et heureusement que le juriste est là. L'assistance sociale aussi est là. Il y a tout un paquet de dispositions qui sont prévues pour pouvoir protéger les enfants. Mais les premières personnes qui doivent protéger les enfants, ce sont les parents. Coach, je venais à vous, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. J'allais justement vous demander les signes également, mais pas forcément psychologiques, mais les signes lorsqu'un enfant peut être déjà harcelé, je le dirais, ou il subit des tentatives d'abus et qu'il n'arrive pas forcément à parler. Est-ce qu'il y a des signes pour que les parents puissent détecter et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ouais, les signes, il n'y a que les parents pour détecter. D'accord. Parce que les enfants, souvent mineurs, n'arrivent pas. Et ils se disent c'est la bienveillance de l'adulte. Tout à fait. Mais c'est la capacité qu'ont les parents de détecter, donc d'avoir l'information. Et tout part de là. Si l'enfant ne s'ouvre pas à vous, vous n'avez pas l'information et vous ne pouvez pas décoder. C'est ça. Et quand vous êtes parent et que vous n'arrivez pas à converser, à discuter avec votre enfant va être dans les meilleures conditions du monde, mais ça peut rapidement arriver. Absolument. D'où la nécessité du dialogue avec son enfant. C'est ça. C'est vrai qu'on dit dialogue, ce n'est pas seulement les cahiers, mais il faut discuter d'autres choses que la vie. Quand vous discutez avec l'enfant qui dit tel tonton a souvent l'habitude de me donner ci, de me dire de venir s'asseoir, même simplement sur ses cuisses, tout ça. Nous, parents, on a l'information de dire ça ajouté à ça, ça fait un tic. D'où l'importance d'amener l'enfant à s'ouvrir. Amener l'enfant à s'ouvrir, c'est deux choses. D'accord. Soit il y a une prédisposition, soit on l'amène à. La prédisposition, le coach parental que je suis vous ramène à 2 ans. D'accord. 2 ans. Ah oui. D'accord. Parce que à partir de 2 ans, l'enfant est dans le processus du langage. Et vous allez voir l'enfant passera le temps à vous poser des questions. Tout à fait. Et nous, parents, qu'est-ce que nous disons? Oh, je suis fatigué. Tu parles trop. Tu parles trop. En le faisant, on inhibe la capacité qu'a l'enfant de s'ouvrir à nous. D'accord. Et plus tard, à l'âge... J'aimerais dire quand même avis aux parents, parce que ça m'arrive lorsque je parle avec des mamans qui rigolent et qui disent ma fille, elle parle tellement, je lui tape sur la bouche pour lui faire comprendre qu'on ne parle pas beaucoup. Donc, vous pensez qu'il faut laisser l'enfant s'exprimer? On doit laisser l'enfant parler parce que c'est parce que l'enfant parle maintenant que peut-être 3 ans plus tard, elle aura la capacité de nous dire telle chose, telle chose. Absolument. Donc, le fait que l'enfant parle n'est pas un problème. C'est notre capacité à l'écouter et à créer une conversation entre l'enfant et nous. C'est ça qui est utile et indispensable. Donc, on est venu à 2 ans pour montrer que le parent doit créer une prédisposition d'écoute pour que l'enfant parle. Et c'est ça qui va continuer, c'est ça qui va se prolonger jusqu'à l'âge de l'adolescence. Mieux, c'est ça qui va lui permettre à l'âge adulte d'avoir une capacité à communiquer dans son foyer. C'est ça. On est parti de 2 ans. Tout à fait. Donc, les parents doivent avoir l'information, doivent savoir beaucoup de choses. Maintenant, l'autre chose, l'enfant qui ne vous parle pas, il faut susciter le débat. Justement, parce qu'il y a des enfants naturellement réservés, naturellement timides. Comment susciter le débat? Alors, susciter le débat, c'est parfois le soir dit, mais
ta journée, comment ça s'est passé? Est-ce que ça va? En fait, partir de ce qui est normal. Parce que si vous posez parfois trop de questions, l'enfant peut rapidement dire, on ne veut pas parler. Mais quand vous partez de ce qui est normal, et ta journée, le maître aujourd'hui, tu as bien parlé, tu as eu une crêpe, tu as eu un cadeau. Moi, je le fais souvent avec ma fille. Est-ce que... Et ce sont ces questions d'ordre naturel, normal, exactement, qui vont vous permettre de rentrer et de voir les journées de vos enfants. C'est indispensable de créer le débat, de discuter, de communiquer. Parce que vous, parents, nous, parents, on a besoin de l'information. Et c'est l'information qui va nous permettre de décoder, de passer à l'action et d'agir. D'accord. Coach, j'ai une question qu'on va aborder très très rapidement. Est-ce qu'il faut dire à l'enfant, parce que c'est une question que je me pose, est-ce qu'il faut dire à l'enfant si tel tonton, si tel tata, pourquoi pas, parce qu'il y a aussi les petits garçons, te touchent quand je ne suis pas là, il faut me le dire. Est-ce que vous pensez qu'il le faut, très sincèrement? Lorsque vous créez déjà la discussion, le dialogue, naturellement, l'enfant vient vous donner l'information. D'accord. Et s'il ne le fait pas, et s'il est timide, et qu'on se dit, celui-là ou celle-là, si je ne lui dis pas ça, il ou elle ne me dira rien. Est-ce qu'on peut aller droit au but et dire, si quelqu'un te touche ou si quelqu'un t'appelle dans la rue, parce que les enfants sortent seuls parfois, il faut me le dire. Est-ce que vous pensez que ça peut aider l'enfant à s'ouvrir? Oui, parfois, lorsque on est dans un environnement à risque, ou parfois on se dit là, il faut que j'ai l'information. On peut, dans une stratégie juste d'information, parce que vous ne pouvez pas amener l'enfant à douter, à se dire. Donc, assis, donne-moi l'information. Et c'est votre capacité à traiter l'information qui va amener l'enfant à toujours venir vers vous. Non? Donc, parfois, oui, ça dépend de l'environnement. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Madame Priska Karika. Moi, je vais peut-être vous demander de parler aux parents qui nous suivent. C'est vrai, vous êtes spécialiste, vous savez comment parler aux enfants, vous avez étudié cela, vous l'exercez tous les jours. Pour des parents qui n'ont pas reçu cette éducation, pour des parents qui peut-être sont fragilisés par, je sais pas, quelques situations de la vie, comment ils peuvent établir ce dialogue et surveiller, je dirais, ou suivre plutôt et protéger les enfants? Merci, Madame Jennifer. Et tout à l'heure, je parlais du dialogue parent-enfant. Je remercie au passage le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a initié le guide dialogue parent-enfant afin d'accompagner ces parents qui ont des difficultés à suivre. Mais qu'est-ce qu'il contient ce guide? Pour ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, ceux qui vous suivent et qui n'ont pas le guide? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils puissent suivre leurs enfants? Ok. Excusez. Allez-y. Pour les enfants, par exemple, de 0 à 5 ans qui posent des questions, il faut répondre avec franchise à ces questions-là, sans mensonge. Parce que, bien sûr, Madame Jennifer, bien sûr. À quel âge? C'est ça la question? Même à 2 ans, nous pouvons répondre de façon franchise à notre enfant. L'enfant vous dit, maman, tel, comment, je ne sais pas, j'ai vu quelque chose à la télé, deux personnes qui mettent la bouche, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et je vais dire à mon enfant, il s'embrasse. Oui, vous lui dites ça clairement. Ces 2 personnes ressentent quelque chose l'un pour l'autre. Quand tu seras grand, tu vas comprendre. Pour l'instant... J'espère que les parents pourront, parce que... Justement, c'est parce qu'il y a cette difficulté-là que le guide parent-enfant est là pour les accompagner. Il y a des questions spécifiques, des réponses spécifiques, des phrases qu'il faut utiliser et ce qu'il faut dire à l'enfant et ce qu'il ne faut pas dire à l'enfant. Tout est dans le guide, de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 18 à 24 ans. Il y a tout dans le guide parent-enfant. Et je profite aussi pour dire que nous avons initié l'école des parents. Bien sûr. Nous formons ces parents-là à aider les enfants, à apprendre aux enfants et à s'exprimer, à dialoguer avec eux, à se confier à eux. Parce qu'ils sont les géniteurs, ils sont les premiers en qui les enfants vraiment doivent faire confiance. D'accord. Merci beaucoup. Oui, malheureusement, le temps il est presque achevé. Mais je vais quand même demander à notre juriste, je suis dans une maison, j'ai des voisins qui, comme le dit peut-être le psychologue,
appelle par des mots doux, déplacés, je précise, parce que on dit tous facilement à un enfant, mon petit chéri, etc., qui a des mots déplacés, mais je ne l'ai pas surpris. Est-ce que je peux déjà porter plainte? Ou est-ce qu'il faut le surveiller et l'attraper la main dans le sac? Non, ce serait déjà trop posé que sur la base simplement de bon, l'autre a appelé ça Est-ce compliment. qu'on peut le menacer de je vais porter plainte si ça continue? Non, pas forcément le menacer, mais montrer à chacun ses limites, d'accord, et donner l'information qu'il faut à l'enfant aussi pour que les limites soient d'une certaine façon. Moi, j'ai surpris une fois, peut-être mon épouse en train, quand elle était en train de faire sa toilette à notre fille, disait, ah, c'est tel endroit, personne ne doit y jamais toucher. Si quelqu'un s'y hasard, dis-moi, parce que j'ai subi plusieurs fois de ça. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a des faits spontanés. J'ai lu sur les réseaux sociaux la dernière fois, un Zémignan. C'est-à-dire la dame qui est dans le marché a mis sa fille devant le Zém. Le Zém conduisait avec une main et prend sa deuxième main pour faire des attouchements. En fait, donc l'enfant ne se sentait pas bien, elle faisait des grimaces. La maman même criait sur elle, vous dit reste tranquille. Il y a une autre, parce qu'ils étaient un peu dans les bouchons. Dans les bouchons, donc quelqu'un d'autre a remarqué le fait. Et lorsqu'on a interpellé le Zém, on a vu tout le dessous de la petite fille était sale parce que la main même était totalement sale. De cette façon qu'on voit, ce n'était pas plus plaisant. Bon, ça a été réglé. Ça a été réglé. Donc en fait, c'est comment il mérite quelle peine? Oui, très sérieusement, la mère qui a vu ça, elle appelle le commissariat peut-être le plus proche. Il s'agit au regard de l'appréciation du parquet de lui appliquer en fait la peine qui semble être non, il ne soit pas parce que en fait là les faits sont avérés. Il y a déjà attouchement sexuel. À partir de ce moment-là, l'abus sexuel sur mineur est consommé et l'infraction va avec. Très rapidement, nous avons fini. Je vais lire rapidement, avant de faire un dernier tour de table, les différents avis sur la question qui a été posée. Selon vous, quel doit être le rôle des parents et de la société dans la protection des enfants contre les abus sexuels? Nous avons Sagbadja Ronis qui nous dit « Le rôle des parents et de la société doit être préventif et curatif. Ainsi, il faut discuter avec les enfants d'abord sur les comportements à avoir pour ne pas être victime de tels abus. Ensuite, les personnes vers qui il pourrait se confier, les personnes à qui il pourrait se confier pour une dénonciation. Enfin, il faut une cellule de soutien et de prise en charge psychologique des victimes. » Un autre message, celui de Duras Totin qui dit « Je vais simplement dire qu'il faut que dès le bas âge de l'enfant, les parents l'entretiennent sur la sexualité. J'ai l'habitude de dire que nous devons faire en sorte que plus aucun enfant ne circule ni même ne prenne une douche nue. Nous devons travailler à ce que l'enfant comprenne qu'en dehors de ses proches, papa et maman, personne n'a le droit de toucher ses parties intimes. Donc, il faut incessamment parler avec eux. Nous devons travailler à ce que l'enfant ne copie pas ce qu'il voit au dehors et chaque personne ayant ces difficultés en place doit œuvrer à créer un environnement épanouissant aux enfants. C'était donc les différents avis de nos internautes. Oui, Monsieur Amédéo, vous bouillonnez d'impatience. Alors, dites-moi très rapidement ce que vous avez à dire et ce sera votre mot de fin. Merci bien. Je pense qu'il faut dire 2-3 choses. Première chose, pour éradiquer ce phénomène, il faudrait beaucoup pour que nous investissions dans la prévention. D'où l'importance de la participation de la société. Tout à fait. Donc, dans la prévention, il y a nécessité que le dialogue parents-enfants naisse et que le système politique, administratif, institutionnel vraiment puisse accompagner cela. La seconde chose que j'aimerais ajouter, c'est d'abord, c'est aussi de prendre en compte ces personnes adultes qui commettent ces actes. Et comme je l'ai dit, d'une méchante volontairement, il peut y avoir des pathologies, effectivement. Les parents fâchés vous diront, il faut tous les enfermer. Là, nous aurons un cadre sain pour circuler. Ils ont plutôt besoin d'une prise en charge, de se faire écouter, de se faire accompagner. C'est important. Et en fait, la troisième chose, c'est cette victime, ces survivants, je dirais plutôt, il faudrait les nécessaires qu'on soit beaucoup plus bienveillant, qu'on puisse accompagner ces personnes sur le plan psychologique, mais sur le plan social aussi, de ces enfants qui ne parlent pas, mais qui subissent beaucoup de dommages. Je suis très sensible par rapport au cas que vient de dire le jury, ça m'a vraiment touché. Je pense que cet enfant a besoin d'être accompagné. Absolument, merci parce que c'est un traumatisme. Alors, coach, très rapidement, pour finir. Il faut, dans le rôle des parents, il faut d'abord créer très tôt, dans l'environnement familial, un environnement de discussion et de dialogue. C'est très important.
on doit se parler, on doit se comprendre, on doit s'accepter, parents et enfants. La deuxième chose dans la prévention, c'est toujours le garçon. Travailler sur la perception que le garçon a de la fille. Je le dis chaque fois. Tout est une question de perception. Comment le garçon perçoit la fille très tôt. Et c'est ça qu'il y a à travailler. Ça, je le dis chaque fois. Quand on parle de droit, quand on parle d'abus, tout ça, je dis aux gens, bravo. Mais si dans l'environnement familial, nous ne travaillons pas pour renforcer le pouvoir des uns des membres, d'où la perception de garçon sur la fille, on va prendre toutes les lois, le problème va perdurer. Mais si nous travaillons sur l'homme, nous avons cette capacité à, quand bien même la loi, notre regard sur l'autre va changer. C'est important. Merci. Et la troisième chose, c'est que la fille, dans son éducation, on doit commencer par le dire. Vous l'avez dit, cette zone, ici on ne touche pas, on ne fait pas ceci, c'est important pour garantir à la fille tout ça. Mais il lui dit aussi, tu es protégé. Et c'est pour ça que tu dois dire. Parce que si tu dis, on va punir, tu n'auras rien. Il faut que la fille sache qu'en disant, je n'aurai rien. C'est ça. Parce que c'est surtout ça. Je vais te tuer, je vais te taper. Tu diras, bon, non, pour mon job, tu n'auras rien. Et il faut que la fille sache ça. Merci, coach. Alors, très rapidement pour finir, Madame Priska. Les prédécesseurs ont déjà presque tout dit. La base, c'est le dialogue. Le dialogue. Merci beaucoup. Et pour finir très rapidement, Monsieur Julio Tometti. Non, je ne peux avoir qu'une pensée pour toutes les filles victimes d'abus sexuels de quelque nature que ce soit. Et les garçons aussi. D'accord. Il y a des nounous malveillantes. Et les garçons, pour rappeler à l'attention des uns des autres, pour dire la peine minimum en cette matière, c'est de 3 ans. Et la peine maximum, ça peut aller à la perpétuité. Donc, très important. Pour quelque chose comme ça, cela ne vaut pas la peine Coach, en fait, de perdre. Merci. Monsieur Amédéo, nous sommes à la fin. La télé. Nous travaillons vraiment pour qu'on n'assiste pas à ça, parce que les conséquences psychologiques sont très dramatiques. Merci beaucoup. C'est tout pour le forum de discussion. Chers parents, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Moi, je retiens en tout cas qu'il ne sert à rien de brusquer ni d'être un peu trop sévère avec l'enfant lorsqu'il s'agit de questions aussi sensibles. Laissez-le parler, laissez-la s'exprimer pour pouvoir détecter le mal très tôt et protéger les enfants. Bien entendu, quand nous parlons de mineurs, c'est jusqu'à 17 ans. Merci de nous avoir suivis pour le débat et merci, chers débatteurs, pour votre contribution. Place à présent au plateau sportif avec Blaise Adam. Nous allons le recevoir juste après ceci.